L'actualité africaine est suspendue aux différentes décisions de la justice sud-africaine. Kémy Séba, fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste, a été donc placé sous mandat de dépôt à Pretoria ce lundi 20 avril 2026. Il était auditionné par la justice sud-africaine, arrêté il y a une semaine en Afrique du Sud dans des conditions mystérieuses et sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Bénin pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État. Le militant voit son destin se jouer dans les prochains jours alors que la demande d'extradition formulée par Cotonou aurait été jugée irrecevable par le tribunal régional de Pretoria. L'information a été communiquée par son avocat Juan Branco. Une question demeure: quel sera le sort de Kémy Séba et de ses proches, notamment son fils Konsou Séba, qui était aussi qui a été également arrêté en sa compagnie lors de la future audience de mise en liberté sous caution prévue le 29 avril prochain. Pour décrypter les coulisses de cette affaire et comprendre l'état d'esprit de Kémy Séba et de ses proches, je suis avec Eri Djehouti, proche conseiller de Kémy Séba et coordinateur stratégique de l'ONG Urgence panafricaniste, fondée donc par Kémy Séba. Bonjour Eri Djehouti. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, Eri Djehouti. Vous avez assisté à l'audience de ce 20 avril à Pretoria. Vous êtes à Pretoria en ce moment. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que vous êtes satisfait de la décision aujourd'hui du tribunal sud-africain? Bon, aujourd'hui, on était dans une audience, on va dire, un peu technique. Il ne s'agissait pas de juger sur le fond. Nous, on savait ce qu'il en était. Je pense que vous me posez la question, est-ce que je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas à être satisfait ou déçu. En revanche, celles et ceux qui ont cru depuis l'arrestation de Kémy Séba que quelques jours après, il serait dans l'avion en direction de Cotonou et que la demande d'extradition des autorités de Cotonou aurait été acceptée, je peux vous dire qu'eux, ils sont extrêmement déçus, extrêmement en colère. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à un état de droit et qui respectent certaines lois. Comment le mouvement Urgence panafricaniste interprète ce revers pour les autorités béninoises? On sait qu'une équipe de juristes béninois s'était déplacée à Pretoria pour pousser en faveur de cette extradition. Est-ce que, selon vous, ils sont face à une forme de faillite juridique dans leur dossier d'accusation? Mais je pense qu'ils sont face à la nature d'un régime qui, depuis près d'une dizaine d'années, s'est exempté du respect de l'état de droit. Les petites combines, les petites magouilles, la petite tambouille qu'on peut faire du côté de Cotonou en incarcérant, bien en envoyant à la criette n'importe quel opposant, trouve ses limites lorsqu'il s'agit d'être dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui a une histoire en termes de lutte contre le colonialisme, contre le racisme. Et ils ont beau avoir dépêché une grosse délégation avec un ministre de la Justice, avec le ministre des Affaires étrangères, tout cela finalement a fait psite et on le savait tant. Enfin, la véritable surprise, c'est pas tant le refus de l'extradition, parce qu'on savait que sur le fond, l'Afrique du Sud n'allait jamais accepter l'extradition, mais on se disait quand même un minimum sur la forme, au niveau des contours juridiques, comme on a affaire à un État qui est censé être sérieux, qu'ils allaient pouvoir être capables de soumettre un dossier complet, ce qui n'a même pas été le cas. Donc, je vous avoue que ça nous a fait assez sourire avec les avocats et notamment aussi avec Kémy. Son arrestation, Kémy Séba, donc la semaine dernière, a donné lieu à énormément de spéculations. Quelles étaient les circonstances de cette arrestation? On a entendu beaucoup d'hypothèses, mais est-ce que vous avez une information plus précise aujourd'hui? Vous savez, on a entendu le camp du mensonge, le camp des fake news, le camp de la diffamation, selon le bon vieux principe de l'école de guerre, hein, qui a articulé tout un chapitre sur l'intoxication en termes de communication contre le camp panafricaniste. Les choses sont assez claires. Vous avez un individu, Kémy Séba, avec son fils, qui décide de quitter l'Afrique du Sud par des voies non légales et qui s'oriente vers un réseau de passeurs. Il se trouve que finalement, le trajet se fait, le convoi se fait arrêter, se fait stopper au niveau de Pretoria.
Et les gens qui étaient responsables, entre guillemets, d'une étape, d'un processus de ce voyage, euh, gens avec lesquels Kémy Séba n'était pas en contact, qui ne connaissaient pas, il s'est avéré que ces gens-là étaient sous écoute, étaient suivis, et c'est comme ça finalement que le projet a échoué, ni plus ni moins. Deuxième information mensongère, c'était cette idée saugrenue que Kémy Séba aurait souhaité se déplacer en Europe. Alors je ne comprends pas, il brûle son passeport français, il est dans un combat d'émancipation, de libération de l'Afrique, il décide de rentrer en Afrique définitivement depuis 2011, et puis au moment où ça commencerait à chauffer un peu, il voudrait revenir en Europe. Alors, quelle Tout était sa ça, destination? Quelle était sa destination alors dans ce cas? vous savez, il y a des choses que je ne peux pas forcément vous dire, mais si vous réfléchissez bien, on est dans un projet lié à un pays de l'AES. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, il y avait cette idée de vouloir faire croire, de vouloir imposer dans les esprits que Kémy Séba s'apprêtait à partir en Europe, a été lancée dans le but de faire de Kémy Séba quelqu'un qui renonce à ses idéaux et qui ne croit pas en ce pourquoi il se bat. Donc, il était important quand même que on puisse rétablir certains faits, certaines vérités, parce que j'ai suivi l'émission dernière qui était consacrée à l'arrestation de Kémy Séba. Elle nous a beaucoup fait rire parce que finalement, on avait des gens qui ne maîtrisaient pas forcément les tenants, les aboutissants de l'histoire. Donc, je vous remercie de me permettre de pouvoir m'exprimer, de repréciser certaines choses. Mais sur deux points très importants, hein, le premier point, Kémy Séba ne connaissait pas cette fameuse personne africanaire qui était chargée de le convoyer. Deuxième point, il n'a jamais été question pour Kémy Séba de se rendre en Europe. Euh, En tout cas, il y a aussi la question de son passeport diplomatique nigérien, qui a fait aussi l'objet de beaucoup de spéculations, dont un communiqué qui aujourd'hui est reconnu comme étant un fake, qui a beaucoup circulé, qui a même été démenti d'une certaine façon par le ministre nigérien des Affaires étrangères, que je vous propose d'écouter et après on commentera. Il est détenteur d'un passeport diplomatique quand il a été arrêté. Notre mission diplomatique à Pretoria a été avertie et ce qu'on nous a dit, c'est un séjour illégal. Il a dépassé le temps qu'il devait passer. Ce sont des situations qui arrivent, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi il est resté plus longtemps que ce qu'il devait. Il a passé plus de temps en Afrique que son visa ne le permette. C'est la police sud-africaine qui est venue vers nous. Parce qu'il est détenteur justement d'un passeport et il voulait juste qu'on l'authentifie. Parce que ça peut être un faux document. Donc on l'a authentifié, c'est un passeport qui a été régulièrement attribué à ce monsieur. Et maintenant, l'audience devait se passer, je dois, le mercredi ou le jeudi, ça a été reporté, on attend au 20. Moi, je travaille avec les informations officielles. Les réseaux sociaux, vous savez, ils racontent ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. Et ce qui est sûr, c'est que nous, officiellement, voilà ce qu'on nous a dit. Séjour irrégulier, la police ne nous a pas parlé d'extradition ou de quoi que ce soit. Peut-être c'est une évolution dans le dossier, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, lundi, on saura. Bakary Yahou Sangaré, le ministre nigérien des Affaires étrangères. Éric Diéouti, il y a eu donc beaucoup de spéculations et de développement dans le sens où Kémy Séba se serait vu retirer son passeport à cause de propos. On a vu entendu circuler donc ces audios dans lesquels il critique des pays de l'AES et certains y voyaient donc la conséquence d'un retrait de son passeport. Vous savez, le vendredi, lorsqu'on a fait le communiqué au sujet de l'arrestation de Kémy Séba, on a fini le communiqué en invitant chacun à rester serein et mobilisé. Quand on parle de sérénité, c'est sérénité par rapport à tout ce flot de fake news, de fausses informations qui sont répandues un peu sur la toile et qui n'ont qu'une seule finalité, un seul objectif, jeter une sorte de discrédit sur le combat politique d'un individu qu'on n'arrive pas à mettre en porte-à-faux sur le plan argumentatif, mais qu'on va essayer de salir. Moi, ce que j'aimerais avec vous, c'est même prendre un peu de recul sur les différentes semaines, parce qu'il y a des choses qui se sont passées au niveau du Bénin pour lesquelles le grand public n'est pas forcément au courant, mais vous avez eu une série
de campagne médiatique incroyable où il y a eu des fake news qui sont sortis sur un supposé viol de Kemi Seba avec une Nigériane. Il y a eu ensuite une histoire de cybercriminalité. Il y a eu ensuite cette histoire-là d'arrestation de son ex-femme. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un, la campagne d'un individu qui n'a rien à faire, rien à voir dans les histoires politiques, tout simplement parce que c'est la campagne, l'ex-campagne en tout cas de M. Kemi Seba. Et on finit avec l'arrestation pendant plusieurs jours de ses parents âgés. Donc, tout cela participe un peu d'une pression qu'on veut faire sur un homme, qu'on veut poser sur un homme en essayant de l'atteindre psychologiquement. Et donc, tout cela est planifié. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Vous avez l'annonce de l'arrestation de Kemi Seba le mercredi, et 2 jours, dès le lendemain, on a des notes vocales qui sortent d'on ne sait où. On a des documents soi-disant de la présidence du Niger qui sont des faux. Vous contestez, Éric Djehouti, l'authenticité de ces notes vocales? Le point sur lequel je vais vraiment vous amener, c'est de vous dire que le plus important, c'est pas tant de dire si c'est vrai, si c'est faux, parce qu'une note vocale, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, on peut la couper, on peut la hacher. C'est de vous questionner pourquoi ces notes sortent précisément au moment où il est arrêté, un jour après son arrestation. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de la part d'un certain groupe d'individus, de la part de certains pays, à savoir la France et le Bénin, de jeter un discrédit sur quelqu'un au moment où il est arrêté? C'est là-dessus qu'on doit se questionner et non pas se dire finalement c'est vrai, c'est faux, il a dit ceci, il a dit cela. Il y a un projet. Parce que je pense même qu'il faut qu'on aille au-delà des histoires de fake news. Il y a un projet, il y a une vision pour une Afrique émancipée, une Afrique libre, une Afrique autonome. On peut y croire, on peut ne pas y croire. La seule chose qu'on demande, en tout cas qu'un individu comme Kemi Seba demande, c'est qu'on puisse librement débattre, discuter de tout cela. Pourquoi il n'est pas possible en 2026 en Afrique de pouvoir être dans des compétitions électorales équitables, saines? Vous avez eu une élection présidentielle au Bénin qui a été une véritable farce. Vous avez eu la même élection au Congo. Vous avez eu la même chose au Gabon. Vous avez eu au Cameroun, on n'en parle même pas parce que là, je pense qu'on dépasse on dépasse un niveau de moquerie et d'amusement. Guinée, bref, il y a quelque chose de mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas avec le concept de démocratie, avec l'acceptation d'une pluralité d'opinions, de confrontation, et que le meilleur l'emporte. Et donc, finalement, vous avez des gens qui ont décidé et qui décrètent, finalement, quels sont ceux qui ont le droit ou non de participer à une élection. Et quand maintenant vous vous opposez à ces gens, quand maintenant vous vous lancez dans une volonté de déconstruire leur gouvernance et de montrer que finalement tout cela relève du mirage, parce qu'on parle du premier projet de développement de Talon, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une espèce de campagne de diffamation, d'attaque. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. En tout cas, c'est notre perception des choses au niveau de l'ONG Urgence panafricaniste. On doit essayer finalement de comprendre que cette Afrique, ce ne sera pas les Russes, ce ne sera pas les Chinois, ce ne seront pas les Turcs, ce ne seront pas la coopération européenne qui vont lui permettre de se développer. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte un peu des caricatures, il faut qu'on sorte un peu des confiscations du champ d'expression politique et que chacun puisse apporter sa voix au chapitre. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer, qu'on doit débattre. Et je me permets de jeter un peu une pierre dans votre jardin. Vous avez fait plusieurs émissions sur le Bénin, sur la campagne des élections. Pas une seule fois, vous n'avez été capable de vous prononcer sur Kemi Seba, de lui donner la possibilité de s'exprimer. Non pas que nous sommes en demande d'un passage sur votre émission de télé. Éric Djehouti, le cadre anti... Non, mais juste précision, puisque vous parlez de nous. Chacun a une part de responsabilité politique, société civile
et également le monde des médias. Vous ne D'accord. pouvez Alors, pas uniquement nous juste pour inviter précision, lorsqu'il y a un moment de crise. Eri, juste une précision là-dessus. On a toujours rappelé ici dans Décrypter l'Afrique le cadre antidémocratique de ces élections, le cadre de mise à l'écart des opposants. Donc, on peut nous reprocher effectivement peut-être de ne pas avoir Kémy Séba au bout du fil à chaque fois qu'on a une émission sur le Bénin, mais il y a des conditions antidémocratiques qui sont rappelées à chaque fois. Et je pense que ça, c'est important et vous faites bien de le signaler aussi. Mon cher frère, je pense qu'on est dans une heure suffisamment grave. Et je pense que vous l'avez dit dans plusieurs de vos émissions, quand on voit les tensions qu'il y a au niveau géopolitique, si les Africains s'amusent, ils vont retourner à nouveau en esclavage. Donc il faut que chacun soit conscient de la responsabilité qu'il porte pour que nous ne soyons pas à nouveau soumis à une nouvelle forme de colonialisme. Ce que je suis en train de vous dire est assez simple. Il faut qu'on sorte des caricatures, il faut qu'on sorte des diabolisations, il faut qu'on sorte des préjugés qu'on peut avoir entre nous. Que nous soyons diabolisés par les médias de la France-Afrique, les TV5, les RFI, c'est une chose, et on s'en fiche. Mais dans un média comme le vôtre, qui a une vocation à éveiller les esprits, vous devez faire un effort en termes d'ouverture, et vous ne pouvez pas être dans ce même traitement. Et c'est pour ça qu'on vous donne la parole aujourd'hui. On vous donne la parole aujourd'hui, Eri Djebouti. Il fallait quand même que je le dise. Oui, et c'est l'importance aussi de vous donner la parole à vous aujourd'hui. Vous avez souhaité réagir après la dernière émission, notamment avec Sadio Morel-Kanté et Maître Saïd Larifou, et nous avons jugé que c'était totalement légitime de vous laisser la parole pour répondre aussi à certaines interpellations à votre écart. Ce n'est pas de la diabolisation, s'il vous plaît, de la part de Décrypter l'Afrique, ce n'est pas de diaboliser un camp ou un autre, c'est de donner la parole à chacun pour s'exprimer. Je vous parle du réflexe naturel qu'un média comme le vôtre, qui parle d'un Kémy Séba ou de notre ONG, je ne comprends pas pourquoi il vous vient le réflexe de donner la parole à des gens qui n'ont pas une maîtrise de nos activités, alors qu'il vous serait naturellement, spontanément, lorsque vous allez faire un reportage, je ne sais pas, sur un parti politique, vous allez interroger ou bien donner la parole à des représentants de ce parti. Et c'est bien. Lorsqu'il s'agit de parler de Kémy Séba, vous avez plutôt tendance à vouloir donner la parole à d'autres personnes. C'est ce que je constate, c'est ce que je déplore, d'accord? Et je suis en train de vous dire qu'on ne doit plus se jeter d'anathème. Ce qui se passe actuellement, pour revenir à Kémy Séba et à cette histoire d'extradition, ce qui se passe actuellement autour de Kémy Séba doit dépasser sa personne. Vous avez quelqu'un qui est dans une conception politique classique, d'argumentation, de débat, et vous avez un pouvoir politique au Bénin qui est sourd et muet à toute possibilité d'entendre une voix dissonante. Je ne veux pas vous faire un historique de ce qui se passe au Bénin, vous le savez très bien, vous êtes très bien renseigné. Et donc, dans cette histoire-là, ce qui se joue, c'est finalement la place qu'on va offrir aux nouvelles générations politiques. Un nouveau leadership qui n'est pas radical, parce que j'entends ce terme, panafricanisme radical, ça ne veut rien dire. Si on est radical, c'est peut-être radicalement intéressé et amoureux de la vérité et de la justice. Si c'est votre définition de la radicalité, il n'y a pas de problème. Mais sortons un peu de tous ces clichés, de tous ces termes qui finalement ne nous font pas avancer et ne nous libèrent pas. Alors, il n'y a évidemment pas de caricature ou une façon de faire passer pour cliché ce combat. Chaque combat panafricaniste a une valeur certaine. Mais ma question sur la façon dont Kémy Séba a pu être interpellé, je parle d'interpellation dans le discours effectivement, c'est est-ce que vous reconnaissez une part peut-être de précipitation dans les événements qui ont suivi le coup d'État au Bénin? En fait, je ne comprends pas le sens de cette question. Vous avez un individu qui est traqué, qui ne voit plus ses enfants, qui n'a plus la possibilité de rentrer dans son pays alors qu'il n'a jamais fait la moindre violence, qui a une vision qui est opposée à une sorte de néocolonialisme, qui entend comme une sorte un peu de lanceur d'alerte, comme un membre de la société civile, cherche
à poser des questions sur la table. France-Afrique, base militaire, la question monétaire, et puis aussi d'autres thèmes connexes sur lesquels on ne prend jamais le temps d'interroger, Kémy Séba. La question de l'économie, la question de la vision architecturale, le problème finalement santé, le problème des accords douaniers. Enfin, il y a toute une pléthore de sujets sur lesquels Kémy Séba pourrait être interrogé, si seulement on lui donnait cette possibilité. Et il y a un refus. Donc lorsqu'il y a le coup d'État qui arrive, que vous appelez coup d'État militaire, que nous appelons, nous, la restauration de l'ordre constitutionnel, la restauration finalement de ce qu'était le Bénin avant l'arrivée de Patrice Talon, un exemple finalement d'un pays qui respectait l'état de droit. Alors oui, on a le droit d'être content, on a le droit de considérer que ce 7 décembre peut être vu comme un jour de libération. Le 7 décembre a été vu comme un jour de libération pour toutes celles et ceux qui ont été incarcérés. Nous avons notre représentant local de notre ONG qui est incarcéré à la Criette. L'Urgence panafricaniste. Voilà, qui a été incarcéré à la Criette. On a plein de camarades ici ou là qui ont été arrêtés, qui ont été poussés à l'exil. Ce sont des vies sacrifiées. Oui, nous refusons la gouvernance de Patrice Talon, et lorsque finalement nous voyons des militaires qui prennent leurs responsabilités, parce qu'eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas outillés comme il le faut pour combattre au front, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas qu'il puisse y avoir une armée française qui est au Bénin avec des zones, des territoires dans lesquels les Béninois eux-mêmes n'ont plus de souveraineté. Oui, c'est un véritable scandale en 2026. Et donc, il y a tout lieu de se réjouir finalement d'un changement d'ordre constitutionnel. Il ne s'agissait pas de se féliciter des fusions de sang, de mort ou de je ne sais quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'aimerais demander à présent quelle sera la stratégie de Kémy Séba. Vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui ce matin, ce 20 avril matin, donc dans le cadre de cette audience. Quelle va être la stratégie de Kémy Séba? Est-ce qu'il va demander à être extradé ailleurs? Est-ce qu'il va demander l'asile? On a vu des informations circuler sur une éventuelle demande d'asile en Afrique du Sud. Est-ce que ce sera cela? Il n'y a eu aucun positionnement officiel de la part de nos avocats. Ça, c'est des articles, des racontards, parce qu'on est dans une partie d'échec, et vous vous doutez bien que nous n'allons pas dévoiler d'autres stratégies dans l'optique de l'audience du 29 avril. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il se porte bien. Son fils également, très courageux. Un jeune gaillard de 18 ans qui finalement suit son père. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit, et j'étais moi-même impressionné par le calme et la sérénité qu'il affichait. Pour ce qui concerne Kémy Séba, le mot, la consigne qu'il m'a demandé de faire passer, c'est surtout de faire en sorte que les gens ne personnifient pas le combat qu'il est en train de faire. Il n'est pas le chef du panafricanisme, il n'est pas... Non. Ce qu'il souhaite surtout, c'est que cette histoire, cette affaire puisse permettre de mettre un peu un coup de projecteur sur toutes les personnes qui sont attaquées par ce régime, qui sont poussées à l'exil ou bien qui sont incarcérées, et que ça puisse servir de moment politique pour qu'on puisse se questionner sur finalement sur quel modèle politique nous voulons pour nos pays africains. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces élections présidentielles qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune substance? Est-ce qu'on peut finalement vanter un modèle de développement économique qui ne profite pas aux populations locales? Voilà, c'est toutes ces questions sur lesquelles il veut que l'Agora puisse s'emparer et qu'il puisse y avoir une effusion intellectuelle des débats. C'est ce qui l'anime principalement. Il ne veut pas que cette histoire soit personnifiée sur sa personne. Il veut surtout que ça puisse servir de moment de réveil et de prise de conscience. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est finalement la chose la plus satisfaisante, c'est qu'on a eu pendant longtemps un Patrice Talon qui a vendu un modèle de stabilité, un modèle de pays qui est sur les bons rails, mais plus le temps passe, plus finalement ce modèle est en train le vernis est en train de se briser ici et là, et les gens se rendent compte réellement
de la nature liberticide de ce régime. C'est ce qui lui fait le plus plaisir. Alors, Kémy Séba bénéficie d'une forte aura auprès de la jeunesse. Est-ce que d'ici le 29 avril, donc date de la prochaine audience, vous allez, vous, Urgence panafricaniste, appeler à une mobilisation populaire en sa faveur? Quand on fait de la politique, il faut être dans un esprit de responsabilité. Le but n'est pas d'inciter à la casse, d'inciter à la violence. Ça, c'est le régime de Talon qui essaie un peu de criminaliser l'action politique de Kémy Séba. Mais on va s'organiser. Ça, vous pouvez en être sûr. On fera le plus grand tapage médiatique qu'il faut, tant en Afrique du Sud ici que dans les autres pays d'Afrique, pour faire comprendre qu'à un moment donné, in-house is in-house. On ne peut plus, de cette façon, tolérer l'iniquité. On ne peut plus se coucher, on ne peut plus se taire en 2026, là où tous les peuples ont plus ou moins pris leur indépendance, là où tous les peuples s'engagent et sont dans une volonté de justice sociale. Les Africains, oui, les Africains ont le droit également de pouvoir jouir de leurs richesses. Les Africains ont le droit de pouvoir exposer leurs idées, d'être dans la contradiction sans se faire arrêter. Et donc, si on a des gouvernements qui, en 2026, sont à rebours de cette dynamique d'émancipation, d'indépendance, de réveil des populations, et bien ces régimes paieront la facture des ancêtres, comme on a l'habitude de le dire. Merci beaucoup, Eri Djehouti, de vous être exprimé et vos idées, votre message est passé pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de censure, évidemment, sur notre chaîne. Merci d'avoir pu nous dire aussi dans quel état d'esprit se trouve Kémy Séba. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.